La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Total Direct Énergie qui sera consacré aujourd'hui au décret tertiaire. Nous allons vous proposer un décryptage de ce décret pour bien comprendre et bien mesurer les enjeux pour votre propre site. Je vais commencer la présentation. Je me présente tout d'abord Jean-Luc Guénégaud, directeur des ventes Grand Compte chez Total Direct Énergie. Je serai accompagné de mon collègue Simon Pagès, directeur des ventes Meet Market. Et pour vous proposer ce décryptage sur le décret tertiaire, nous avons fait appel à deux experts Total qui œuvrent au sein de l'entité Greenflex. Ce sera Hélène Bru et Jérôme Gattier qui vous feront donc cette présentation détaillée de ce décret tertiaire. Pour être complet sur la présentation, je voulais rappeler ou présenter en tout cas les missions et le rôle, l'ambition de Total Direct Énergie pour vous accompagner dans vos sujets liés à l'énergie. Je voudrais d'abord rappeler, vous nous connaissez comme fournisseur d'électricité et de gaz naturel avec tous les services associés à la fourniture d'énergie, que ce soit le suivi de consommation, le suivi de facturation. Mais Total Direct Énergie, ça fait partie d'un grand groupe, le groupe Total, qui dispose de nombreuses compétences, de nombreuses expertises. Et au-delà de la fourniture d'énergie, nous souhaitons vous accompagner également sur l'efficacité énergétique, sur des opérations liées à des obligations réglementaires. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour du webinaire décret tertiaire. Et on s'appuiera sur les compétences du groupe, en l'occurrence celle de Greenflex, donc de Jérôme et Hélène, pour présenter ce décret, cette obligation réglementaire. Mais c'est également dans des démarches plus volontaristes de votre part, où nous sommes là pour vous accompagner sur l'ISO 50001, de la certification au sens large, en bénéficiant de ces expertises. Pour même aller plus loin que l'efficacité énergétique, vous avez tous des feuilles de route de décarbonation, vous mettez en œuvre des actions, et là également, le groupe Total dispose de compétences. Et donc, notre ambition, c'est bien de vous accompagner sur vos objectifs de décarbonation, au travers de toutes les opérations qui peuvent être faites sur vos sites, mais y compris le financement, l'accompagnement au financement et l'accompagnement à la valorisation de vos opérations d'efficacité énergétique au travers du mécanisme des C2E. Donc c'est bien cette ambition-là que Total Direct Énergie souhaite mettre à votre disposition en agrégeant tous ces services, toutes ces compétences, et en l'occurrence celle de Greenflex pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc voilà pour les présentations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler quelques modalités pratiques. On vous enverra le support de présentation que vont vous présenter Hélène et Jérôme. Vous l'aurez à l'issue de cet exercice. Et pour ce qui concerne vos questions, parce que j'imagine qu'elles seront nombreuses, vous avez à disposition une chatbox dans l'application. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de cette présentation et on prendra le temps nécessaire à la fin de la présentation pour y répondre et apporter tous les compléments d'information que vous souhaiterez. Je vais passer de suite la parole à Jérôme et pour entrer dans le vif du sujet de ce fameux décret tertiaire. Oui, bonjour, Jérôme Gattier, donc directeur des acteurs publics de Greenflex. Alors, je vais vous présenter le contenu ce qu'on appelle le décret tertiaire. Avant, je vous dirai un petit mot sur Greenflex et c'est ma collègue Hélène Bru qui vous expliquera dans la foulée comment Greenflex peut vous accompagner et comment vous pouvez donc mettre en œuvre de manière opérationnelle l'ensemble des obligations et des actions liées à ce décret. Voilà. Alors, Greenflex, en quelques instants. Greenflex, c'est notre société qui est née il y a à peu près une dizaine d'années. Nous sommes maintenant une entité qui compte un peu plus de 550 personnes en France. Et Greenflex, comme son nom l'indique, est entièrement dédié à la transition énergétique, écologique et sociétale. Nous avons une manière de nous présenter qui est de nous décrire comme ayant 4 grandes compétences ou 4 grandes familles de compétences. Tout d'abord, le conseil stratégique pour accompagner dans sa transformation un produit, une marque, une personne morale, publique ou privée, une collectivité
ce qu'on peut appeler un territoire, donc c'est l'ensemble des parties prenantes qui sont sur ce territoire, une fédération ou une filière professionnelle. Le deuxième métier, c'est ce que nous appelons l'accompagnement opérationnel, donc beaucoup situé en positionnement d'assistant à maître d'ouvrage, donc accompagnement des clients là encore, pour les projets environnementaux et spécialement énergétiques. Ça peut être le suivi énergétique pour les gens qui ont beaucoup de sites, l'assistance maîtrise d'ouvrage des contrats de performance énergétique, le raccordement au réseau de chaleur, des projets d'énergie renouvelable sur un immeuble, beaucoup d'immeubles ou au sol, etc. Le troisième métier que nous avons, c'est ce que nous appelons le digital, donc l'ensemble de la gestion des données, soit pour suivre des consommations, des indicateurs, mais bon, à la différence des gens qui sont purement axés sur le digital, nous avons une priorisation pour la mise en action derrière, la réalisation des actions d'efficacité énergétique, environnementale pour l'obtention de meilleurs résultats. Ça fait 3 métiers. Et le quatrième, c'est l'assistance au financement. Nous aidons nos clients à rechercher les aides auxquelles ils ont droit, les différentes subventions, et nous portons une partie de l'obligation du groupe Total dans les certificats d'économie d'énergie vis-à-vis des personnes morales. Alors évidemment, nous intervenons spécialement en ce moment dans le cadre du plan de relance qui s'appelle France Relance, car il y a beaucoup d'opportunités, mais dans une certaine complexité. Et nous faisons aussi la location financière, le montage des sociétés de projet, les partenariats public-privé, etc. Alors, je m'aperçois que je suis censé vous parler sans caméra, donc je vais la couper, voilà. Alors maintenant, le décryptage du décret tertiaire. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. On va commencer par être très général. Cette obligation, en fait, on devrait appeler cela l'obligation d'améliorer la performance énergétique des immeubles tertiaires, fait partie de la politique, c'est un élément de la politique française générale en faveur de l'environnement et en faveur de la lutte contre le changement climatique. Donc nous sommes tenus par des engagements mondiaux, des engagements qui sont définis et pris en charge à travers l'Union européenne et que nous déclinons au niveau national. Donc cette affaire du tertiaire n'est pas quelque chose d'isolé, bon, tout le monde qui écoute ce séminaire le sait bien, ça fait partie d'un ensemble. Et l'ambition nationale qui a été fixée en 2017 est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, je ne développe pas cela, juste pour vous dire qu'en 2050, ce à quoi nous devons être arrivés, c'est que les émissions de gaz à effet de serre du territoire national dans l'année devront être compensées par les puits de carbone présents sur le territoire national pour arriver à un solde nul des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ceci est un peu une inflexion de la politique française, car à l'origine, dans le Grenelle de l'environnement, on était plutôt sur une diminution des consommations énergétiques. Donc on voit qu'on marche sur 2 grands piliers, la diminution des consommations d'énergie et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez dans le visuel 2 grands chiffres. Donc au niveau de l'énergie, le secteur du bâtiment, donc ça veut dire résidentiel tertiaire, dans l'utilisation des bâtiments, tout ce qui est l'énergie incorporée dans les matériaux de construction, il va être compté dans l'industrie. Donc, c'est l'utilisation des bâtiments. Et cela, on arrive à 45% de l'énergie finale consommée en France. Ça veut dire l'énergie finale, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est celle qui est lue sur la facture ou le compteur. Donc, à la fois un très grand niveau de consommation et un grand potentiel de diminution. Ce que pensent les pouvoirs publics au niveau des émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment, dans son utilisation résidentielle tertiaire, c'est le 2e secteur après le transport. Alors là, rapidement, pour vous dire que si on prend un peu de hauteur et un peu de recul, non pas si on regarde de manière pointilliste ce décret tertiaire, entre guillemets,
on voit qu'on se situe dans une espèce de continuité politique et historique, où il y a un certain nombre d'engagements des différents gouvernements qui vont, malgré les alternances politiques, toujours dans le même sens, faire plus d'efforts pour arriver à la transition énergétique et écologique. Vous voyez loi Grenelle 1, loi Grenelle 2, loi transition énergétique et loi Elan. Alors, concernant la loi Elan, qui a été promulguée fin 2018, vous voyez que cette obligation d'amélioration de la performance énergétique des immeubles tertiaires, ce n'est pas qu'un décret, il y a un ensemble de textes juridiques, l'article de la loi, le décret, un premier arrêté ministériel qui est paru, qui est sur les méthodes de mise en place, de mise en œuvre et de définition d'un certain nombre d'éléments. Et il y a besoin, on va voir à l'instant, d'arrêter sur les valeurs absolues. Donc, il y a une première partie qui sera parue cet automne et qui sera complétée sans doute au tout début courant du premier semestre 2021. On met ça sur le compte du Covid, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas totalement complet, mais on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Je ne développe pas. Alors, quels sont les assujettis au décret tertiaire? La première chose, c'est qu'on, par tautologie, on voit que ça concerne les surfaces dédiées à une activité tertiaire. Tertiaire, ça veut dire, c'est quand on était petit, quand on faisait des cours d'économie ou de géographie, ce n'est ni le secteur primaire, l'agriculture, les mines, ni le secteur secondaire, qui est l'industrie. Alors, à noter que les immeubles de sièges sociaux ou d'activités de bureaux qui font partie commerciales, qui font partie d'entreprises industrielles, par exemple, sont bien sûr assujettis car l'activité elle-même est tertiaire. Alors, deuxième élément, c'est que ce qui est assujetti, en fait, ce sont les immeubles. Donc, s'il y a un propriétaire occupant de cet immeuble, c'est lui qui va être assujetti. Et s'il y a un propriétaire et un locataire, donc un preneur à bail, ils vont devoir s'organiser entre eux pour respecter les exigences dans le cadre de ce qui est prévu dans leur contrat de bail. D'accord? Alors, pour préserver peut-être pas les petites surfaces, mais les petites entreprises ou les petits acteurs, ne pas entrer dans une trop grande complexité, il a été prévu un seuil de surface. Un seuil de surface qui est mesuré en mètres carrés de plancher. Alors, il y a des nuances parce qu'on peut utiliser pour les bureaux ce qu'on appelle la surface utile brute et pour le commerce, la surface commerciale utile, qui sont des éléments qui sont dans les contrats de bail. Mais sinon, on parle de la surface de plancher. Et il faut avoir plus de 1000 mètres carrés d'activité tertiaire pour être assujetti. Donc, avec trois cas principaux, soit vous êtes dans un immeuble tertiaire entièrement dédié à l'activité tertiaire qui fait plus de 1000 mètres carrés, petit a, soit petit b, vous êtes dans un immeuble, il y a différentes activités, dont une partie qui n'est pas forcément tertiaire, mais il y a plus de 1000 mètres carrés d'activité tertiaire, qui peut d'ailleurs être répartie entre plusieurs acteurs économiques. Et donc là, vous êtes assujetti. Et le troisième cas, petit c, c'est que vous avez une entité foncière, quelque chose qui est défini par le cadastre ou la fiscalité locale. Dans la même entité foncière, vous pouvez avoir plusieurs petits bâtiments, plusieurs surfaces, dont le cumul fait plus de 1000 mètres carrés. Ça va être typiquement un ensemble, une cité scolaire, par exemple. Voilà. Donc ça vous dit les surfaces qui sont assujetties. Alors, il y a des exemptions. Évidemment, le résidentiel et l'industriel n'est pas touché parce que ce n'est pas du tertiaire. Et dans les immeubles tertiaires, il y a ceux qui relèvent d'un permis de construire provisoire, les lieux de culte et les activités opérationnelles de sécurité, de renseignement, etc. Je ne développe pas. Quelles sont les obligations? Les obligations, c'est d'améliorer le niveau de consommation en le diminuant avec soit une approche en diminution en pourcentage à partir de votre consommation d'énergie finale tous usages, soit de vous situer mieux, c'est-à-dire en dessous d'un seuil exprimé en kilowattheures par mètre carré par an et défini par arrêté ministériel pour chaque catégorie de bâtiment. Alors les pourcentages sont de
40% à gagner à l'horizon 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Alors, en détail, les diminutions en pourcentage, en fait, vous voyez qu'il y a deux grandes familles d'obligations. Il y a réduire les consommations et après en rendre compte tous les ans. La réduction des consommations, moins 40, moins 50, moins 60%, aux dates que j'ai mentionnées déjà, elles se font en diminution par rapport à la valeur de consommation d'une année de référence postérieure à 2010, au choix de la personne assujettie et des personnes qui la conseillent. Et le seuil en valeur absolue, et on verra qu'il est un petit peu modulé par des indicateurs d'intensité, mais il est défini pour chaque catégorie d'activité. Le deuxième grand élément d'obligation, c'est que chaque année, il va falloir déclarer pour une année au plus tard au 30 septembre de l'année suivante. Alors pour ceux qui ont besoin d'un procédé mnémotechnique, le 30 septembre, c'est la Saint-Jérôme. J'avais dit que je le dirais. Et il faut donc déclarer ses consommations annuelles. Alors c'est quelque chose d'important, qui n'est pas sanctionné très sévèrement, mais quand même, ceux qui ne le font pas, ils pourront être rattrapés par la patrouille et figurer, s'ils ne répondent pas aux mises en demeure que le préfet aura le droit de leur envoyer, ils pourront être figurés dans un dispositif Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le name and shame. Bouh, voilà. Alors, il y a deux éléments à noter sur les grandes obligations de diminution de consommation. Il y a un garde-fou, pour utiliser un jargon de réglementation thermique. Quand on améliore ses consommations, il ne faut pas dégrader son niveau d'émission de gaz à effet de serre, par exemple des changements d'énergie plus émettrices. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut respecter ces obligations en considérant un ensemble de son patrimoine. On peut mutualiser l'obligation à l'échelle de son parc ou d'une partie de son parc. C'est-à-dire qu'on peut énormément insister sur certains immeubles et gagner comme ça du temps sur les autres. Alors le législateur, dans sa sagesse, a prévu des souplesses pour les cas où il y aurait des contraintes techniques, risque de pathologie du bâtiment, contraintes architecturales, les bâtiments bien sûr classés ou inscrits ou protégés à divers titres, mais aussi ceux qui ont une certaine élégance ou une modénature architecturale particulière. Contraintes urbanistiques, ça c'est plutôt les problèmes de documents d'urbanisme respectifs, de gabarit, etc. Il y a des sujets sur la modification de l'activité, modification du volume de l'activité, ça veut dire vous augmentez les horaires, par exemple, ou des changements de nature d'activité, ça veut dire que le local qui était, par exemple, une librairie, devient un local de sandwicherie, donc on ne parle pas du tout de la même chose, et donc bien sûr, ceci est prévu dans le décret. Et la dernière modulation qui est très importante, c'est quelque chose qui est dans toutes les politiques européennes, c'est qu'il y a une soutenabilité économique. Donc ceci se calcule par des critères de temps de retour avec des familles. Pour les travaux sur l'enveloppe, il ne faudrait pas que le temps de retour dépasse 30 ans. Pour les changements d'équipements énergivores énergétiques, c'est 15 ans. Et pour les systèmes plus légers, optimisation, régulation, gestion technique du bâtiment, 6 ans. Ça veut dire que si votre projet a un temps de retour inférieur à ces garde-fous, il n'y a pas de motif pour se prévaloir d'un excès de coûts économiques. Alors, pour calculer le temps de retour, vous comparez les économies d'énergie en valeur monétaire au montant de l'investissement. Alors, c'est le montant de l'investissement ajusté, puisqu'en fait, vous allez prendre le montant de ce que vous faites comme investissement, auquel vous retirez ce que vous auriez fait dans un entretien normal. Ça veut dire, par exemple, alors c'est pas complètement évident, mais c'est par exemple, si vous faites une isolation thermique par l'extérieur, vous ne comptez que la partie du coût qui excède
ce qui aurait été fait par rapport à un ravalement, entre guillemets, normal. Et vous retirez aussi les subventions que vous pouvez bénéficier, dont vous bénéficiez, et les aides financières, comme les certificats d'économie d'énergie. D'accord? Alors, si vous voulez faire appel à ces modulations, c'est tout à fait autorisé. Il faut monter un dossier par une personne compétente dont les compétences sont prévues et décrites dans les arrêtés ministériels et qui sont relatives aux différents cas de modulation. D'accord? Et vous devez les transmettre sur la base de données qui est tenue à l'ADEME, qui s'appelle Opérat. C'est l'Observatoire pour la performance énergétique, la rénovation et les actions du tertiaire. Excusez du peu. Alors, je termine rapidement sur les échéances et les sanctions. Alors, il faut vous dire qu'en fait, le but n'est pas de se polariser sur les sanctions et de voir comment les éviter, de manière un petit peu rusée, mais de rentrer dans cette dynamique d'amélioration du tertiaire. Ce qui est marqué en vert en bas est le message important, c'est que la volonté des pouvoirs publics et de nous tous, c'est de faire jouer avant tout son rôle au marché immobilier. À chaque transaction d'achat-vente ou de mise en location, il y aura l'obligation d'annexer où on en est du respect du décret tertiaire. Il faudra afficher dans les locaux ou porter à connaissance du public également où on en est. Obligation d'affichage et de porter à connaissance. Et les sanctions, elles se vérifient si à la fin de chaque période décennale, 2030, 2040, 2050, est-ce qu'on a, par erreur, pas respecté le niveau auquel on devait arriver, ou est-ce qu'on n'a vraiment rien fait? Donc, il y a tout un schéma où le préfet peut vous mettre en demeure de produire un plan d'action. Après, il constate si oui ou non vous l'avez respecté et mis en œuvre. Alors, à un moment donné, ça s'applique séparément aux propriétaires et aux locataires. Et il y a une sanction possible, une sanction administrative. 7 500 € pour les personnes morales pour chaque manquement, pour chaque immeuble, et 1 500 pour les personnes physiques. Voilà. Et en plus, on peut être dans le name and shame, boubou, en public, sur Internet. Je vous remercie. J'espère que c'était clair. Et je passe la parole à Hélène pour la mise en œuvre opérationnelle. Donc, bonjour. Chez Greenflex, donc moi, je m'occupe de l'équipe en charge justement des prestations d'accompagnement et d'études liées à la performance énergétique du bâtiment. Donc, effectivement, le côté mise en œuvre. Donc, Jérôme vous a présenté les différentes obligations qui découlent du décret tertiaire. Et moi, je vais effectivement commencer à aborder la stratégie de mise en conformité. Donc, stratégie qui doit vous permettre non seulement de vous mettre en accord avec les termes de la loi, mais également, au-delà de ça, de mettre en place une véritable stratégie de performance énergétique sur votre patrimoine. Donc, vous l'avez peut-être pensé en écoutant Jérôme, les obligations qui découlent du décret tertiaire, elles sont relativement variées, assez nombreuses, et au premier abord, elles peuvent paraître complexes et effrayantes. Donc, ce qu'il est important, c'est de mettre en place une véritable stratégie de réponse à ces obligations. Et pour mettre en place une stratégie raisonnée et pertinente, il est très important d'aligner celle-ci sur les échéances d'entrée en vigueur des différentes obligations du décret. Comme Jérôme l'a mentionné, il y a plusieurs types d'obligations qui sont échelonnées et phasées, et avoir en tête le calendrier est important pour construire une stratégie pertinente. Ça vous permettra à la fois de phaser votre stratégie et d'étaler un petit peu votre effort de mise en conformité. Donc, comme ça a été vu, votre première obligation, elle va porter en 2021, donc l'année prochaine, dans un peu moins d'un an, sur le fait qu'il faudra que vous ayez été en capacité de déclarer sur la plateforme Opéra l'ensemble des caractéristiques de votre patrimoine soumis aux obligations, et également d'avoir associé aux caractéristiques de ce patrimoine les consommations de l'année passée et l'année de référence que vous aurez sélectionnée. La deuxième échéance qui est introduite, elle porte sur le fait qu'en 2026, donc 5 ans plus tard exactement, il faudra que vous ayez été en mesure de présenter et de justifier à l'administration les demandes de modulation d'objectifs auxquelles vous souhaitez être autorisé. Donc, pour présenter ces demandes, ça voudra dire qu'il faudra que vous ayez une connaissance pointue de votre patrimoine, que vous ayez établi les plans d'action d'amélioration qui vous permettent de savoir jusqu'à quelle performance vous pouvez aller, tout en restant dans les limites des critères de faisabilité qui ont été définis dans les textes.
Passé cette échéance, donc la troisième, elle va porter vraiment sur le fait qu'il vous faudra, en 2031, justifier de l'atteinte du premier jeu d'objectifs, donc les objectifs définis pour 2030, donc seront les objectifs éventuellement modulés en fonction de ce que vous aurez demandé en 2026. Et ensuite, ce cycle de demande éventuelle de modulation et puis de preuve de l'atteinte de la justification des objectifs de la décennie sera à reproduire pour les échéances 2040 et 2050. Donc, comment aborder et comment construire sa stratégie de mise en conformité vis-à-vis du décret tertiaire? Alors, je vais commencer par un petit mot sur ce que nous vous déconseillons en fait de faire et que nous voyons certains de nos clients envisager au premier abord. Alors, nous vous déconseillons de vous jeter sans réflexion et sans analyse préalable, un peu à corps perdu dans des études techniques détaillées. Parce que si vous procédez comme cela, vous risquez de vous retrouver avec un monceau de très bons rapports d'audit, très complets, qui vous donneront énormément d'informations et qui peut-être vont vous laisser un petit peu aussi démunis qu'un bricoleur qui reçoit un meuble Ikea sans la notice. Vous aurez vraiment l'impression que vous avez toutes les pièces, que vous avez tout ce qu'il faut pour construire le meuble que vous avez en tête, mais il va vraiment vous manquer le fil conducteur et la notice d'application. Ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment prendre le temps de réaliser une analyse stratégique et de bâtir votre plan d'action. Et cette analyse stratégique, il faut qu'elle commence par un véritable état des lieux de ce qui existe déjà dans votre entreprise en matière de gestion patrimoniale et de gestion énergétique. Il va falloir que vous vous interrogiez sur les briques déjà en place. Par exemple, est-ce que vous suivez déjà vos consommations? Là, ce n'est pas forcément une évidence. Ça peut être un service très éloigné du service HSE ou du service des moyens généraux qui s'occupe de ce suivi. Assez souvent, c'est la comptabilité, par exemple, qui le fait dans un premier temps. Ensuite, il faudra que vous vous demandiez qui est responsable de la gestion des contrats de maintenance. Est-ce qu'on a déjà des objectifs énergétiques dans ceux-ci? Qui décide des opérations de rénovation dans l'entreprise? Qui décide des acquisitions de nouveaux sites, des déménagements, etc. Donc, faire un petit peu le tour de tous les acteurs et toutes les choses qui sont déjà en place dans votre entreprise en matière de gestion patrimoniale et énergétique. Ensuite, bien sûr, il va falloir identifier le parc immobilier qui est concerné par votre obligation. Et puis, le cas échéant, il vous faudra définir clairement les limites de responsabilité entre vos propriétaires et vos preneurs suivant votre position si vous n'êtes pas systématiquement propriétaire occupant de vos bâtiments. Cet état des lieux, en fait, qui est très important, il vous permettra d'identifier les relais internes sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour mettre en place tout ce qu'il faut pour être en conformité avec les textes. Et il vous permettra aussi, en creux, de définir les trous de compétences ou de ressources humaines auxquels vous aurez à faire face dans votre entreprise, et donc de définir les ressources externes sur lesquelles il faudra vous appuyer pour pouvoir mettre en place une véritable stratégie de mise en conformité. Et donc, tout ça va vous permettre de définir votre stratégie d'action. Alors, dans un second temps, mais alors c'est un second temps qui est quand même à paralléliser parce que l'échéance est quand même assez proche, il va falloir que vous vous penchiez sur la mise en place d'un plan d'action, ce coup-ci déjà détaillé, pour être en mesure de répondre à la première échéance réglementaire qui est, comme on l'a mentionné, le fait d'être en capacité de renseigner Opéra avec les caractéristiques de votre patrimoine et les données de consommation associées. Donc ça, vous devrez être opérationnel avant septembre de l'année prochaine et donc il convient de s'y pencher assez tôt. Donc il faudra que vous organisiez pour collecter vos historiques de consommation de manière à choisir une année de référence pertinente. Également que vous collectiez les données de consommation de l'année 2020. Alors pour l'année 2020, vous pourriez le faire éventuellement manuellement, mais si vous gérez un parc immobilier relativement large, nous vous conseillons également d'intégrer dans votre réflexion le fait d'être en capacité de refaire ça tous les ans de façon simple, donc d'envisager le recours peut-être à une plateforme de suivi informatique de vos données de consommation. Et donc c'est seulement une fois ces deux étapes réalisées que nous vous conseillons de vraiment vous pencher sur le diagnostic détaillé de votre parc immobilier. Alors bien sûr, vous pouvez commencer à l'anticiper, mais c'est vraiment l'idée de phaser les choses de manière à aborder les échéances de la façon la plus pertinente. Donc, il va falloir que vous commenciez à vous pencher donc, sur l'analyse détaillée de votre parc et sur la nécessité de bâtir un véritable schéma directeur énergie de votre patrimoine, qui va donc être un document synthétique qui va vous permettre d'avoir les lignes directrices pour un plan d'action pluriannuel d'atteinte des objectifs du décret.
Ce schéma directeur donc, va être votre ligne directrice et il va falloir le décliner ensuite en plan d'action beaucoup plus détaillé, beaucoup plus concret, pour ensuite passer à la mise en œuvre et au suivi de cette mise en œuvre. Alors ces supports, schéma directeur et plan d'action, bien entendu, ce sont des documents qui vont être vivants. Il va falloir qu'ils se marient très bien avec la stratégie immobilière globale de votre entreprise et qu'ils soient vivants et vivent avec elle. C'est-à-dire, par exemple, si vous gérez un réseau commercial, il va falloir que si vous envisagez par exemple de changer l'identité de marque, ce qui va nécessiter des travaux, que vous intégriez ça dans votre stratégie énergétique pour profiter de ces échéances pour entamer des travaux énergétiques, etc. Donc c'est vraiment une stratégie à mettre en place qui doit s'insérer dans la stratégie globale de l'entreprise. Alors, du point de vue des leviers, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour vraiment travailler sur les consommations globales qui sont visées par le décret, il faut surtout éviter de limiter le concept de performance énergétique à une notion de gros investissements sur le bâti ou sur les équipements. Il faut vraiment travailler sur tous les leviers de la performance, dont font partie les usages des occupants, donc sensibiliser les occupants aux bonnes pratiques énergétiques, travailler avec les services achats, par exemple pour le matériel informatique, pour avoir des usages économes en énergie. Ensuite, travailler avec les services d'exploitation maintenance sur le pilotage et la régulation des équipements techniques du bâtiment. Travailler également, quand on pense aménagement, sur peut-être la densification des espaces, tout ce qui peut vous permettre d'avoir une intensification de l'occupation de vos surfaces et peut-être de ne pas toutes les chauffer, les éclairer, les climatiser toute l'année. Et puis ensuite, une fois ces leviers actionnés, qui sont des leviers à temps de retour sur investissement plutôt court, il faut réfléchir évidemment à l'investissement avec bien sûr la partie investissement sur les équipements techniques et sur l'amélioration intrinsèque du bâti que vous gérez. Alors, comment s'y prendre? Donc, pour nombre de vos entreprises, certainement que vous aurez besoin d'un accompagnement extérieur pour arriver à piloter l'ensemble des briques qu'il faut mettre en place pour répondre aux obligations du décret. Donc, en ce qui concerne Greenflex, on est en capacité de vous accompagner vraiment sur l'intégralité du processus. Donc, on propose vraiment un accompagnement de 360 degrés de la mise en œuvre du plan de conformité au décret tertiaire. Et on peut donc vous accompagner à chacune des étapes évoquées. Donc tout d'abord, nous pouvons réaliser avec vous, pour vous, l'état des lieux de vos pratiques en matière de gestion de l'énergie et de gestion de votre patrimoine. C'est quelque chose qu'on met en œuvre déjà classiquement quand on entame un accompagnement pour la mise en place de systèmes de management de l'énergie de type ISO 50001. Et puis ensuite, évidemment, on peut travailler sur l'état des lieux techniques et énergétiques de votre parc immobilier. On est également en mesure de vous accompagner dans la phase initiale sur l'établissement et la clarification des relations entre propriétaires et preneurs des locaux, notamment la rédaction des baux verts qui peuvent définir les responsabilités respectives vis-à-vis de l'obligation tertiaire. On va pouvoir, pour la partie l'échéance 2021, vous aider à vous organiser pour la collecte et le suivi de vos données énergétiques, avec notamment la mise en place de plateformes numériques de suivi des données de consommation et la connexion automatique à Opera pour le renseignement automatique de la plateforme ADEME. Ensuite, bien sûr, on pourra travailler avec vous sur la définition de vos objectifs de réduction en intégrant les modulations auxquelles vous avez droit, et puis sur la définition de votre stratégie, donc de votre schéma directeur énergie d'action pratique, de définition de vos actions pratiques et leur déclinaison en action de terrain avec la possibilité de vous accompagner en assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'à la mise en œuvre de ces actions. Et dernière rubrique de notre accompagnement qu'a déjà évoqué Jérôme en introduction, nous sommes même en capacité de vous aider à financer les actions qui seront nécessaires pour votre mise en conformité avec le décret, avec des modalités de financement qui vous permettront de ne pas impacter votre capacité à continuer à investir dans votre cœur de métier. Donc, ce slide reprend un petit peu le principe de l'accompagnement global de Greenflex. La mise en œuvre du respect des objectifs, elle va nécessiter l'intervention d'acteurs variés
pour vos travaux, vos campagnes de sensibilisation des occupants, etc. Greenflex est habitué à travailler avec toutes ces parties et nous pouvons vraiment être le tiers de confiance qui va un petit peu agréger leurs contributions et vous accompagner au cours de l'ensemble de votre démarche. L'ensemble des prestations qui sont listées, ce sont des briques qui peuvent composer une stratégie et un plan d'action de mise en conformité. Ce sont en fait des solutions que nous proposons déjà depuis longtemps à nos clients. Pour nous, le décret tertiaire, c'est une nouvelle façon d'organiser des choses que nous faisons déjà depuis longtemps et que nous pourrons faire à vos côtés dans ce nouveau cadre réglementaire. Donc, je voudrais terminer par un petit mot plus positif, ne pas parler qu'obligations réglementaires. Ce décret tertiaire, comme l'a mentionné Jérôme, il ne faut pas le voir comme une contrainte uniquement. Le législateur a surtout voulu mettre les entreprises propriétaires de locaux tertiaires sur une trajectoire vertueuse qui correspond à une attente sociétale et à une nécessité environnementale. Donc, il faut avoir une vision large et se dire également que c'est une occasion qui va nous permettre de mettre en place une démarche vertueuse qui aura des co-bénéfices importants. Donc, améliorer la performance énergétique de votre entreprise, bien évidemment, ce qui en général est un élément de satisfaction pour les employés et un élément positif pour l'image de marque des entreprises. Vous aurez également, en travaillant sur les aspects énergétiques, l'occasion de travailler sur tout ce qui est confort hygrothermique de vos bâtiments également, et donc des bénéfices en termes de confort potentiellement. Et puis enfin, vous pourrez aussi, par le biais de l'organisation que nécessite ce décret tertiaire, notamment en matière de suivi des consommations, vous aurez également des co-bénéfices en termes de simplification de certains de vos processus qui sont déjà nécessaires pour d'autres activités de votre entreprise. Donc, haut les cœurs, tout le monde va y aller, mais c'est également une trajectoire vraiment vertueuse et nous, on pense que c'est quelque chose qui s'avérera positif pour vos entreprises avec un petit peu de recul. Bien. Merci Hélène, merci Jérôme pour cet éclairage qui était sans doute nécessaire. On voit qu'il y a plein d'éléments dans ce décret. Il est nécessaire de faire cette synthèse et de comprendre les obligations calendrier et tout ce qu'il faudra mettre en œuvre pour le respecter. Nous avons quelques questions complémentaires. Donc, je vais vous solliciter à nouveau pour compléter tout ce que vous nous avez déjà présenté. Bon, j'ai une première question. Hein. Comme je le disais en introduction, nous enverrons le support à tous les participants. Donc, vous aurez bien ce support qui vous permettra de vous en servir pour replonger dans ce décret. Et je vais commencer par la première question, qui est la suivante. Comment gérez-vous la gestion de la relation entre les propriétaires et les locataires ? Alors, c'est un des éléments, effectivement, à la fois cœur et potentiellement problématique des nouvelles obligations. L'application du décret, effectivement, elle nécessite une définition claire des rôles et responsabilités des occupants et propriétaires des locaux en matière de performance énergétique. Ce qu'on recommande, c'est pour tous les locaux qui ont déjà une annexe environnementale dans leur bail de procéder à un dépoussiérage de cette annexe pour la renforcer dans ce domaine-là et donc de mettre autour d'une même table les propriétaires et les preneurs pour qu'ils définissent vraiment clairement qui fait quoi dans le cadre de ces obligations. La plateforme Opera, par exemple, permet de déléguer une partie des déclarations à son propriétaire ou à son locataire, en suivant l'organisation qui est décidée entre les parties. Donc, il est vraiment important que propriétaires et preneurs s'organisent et définissent qui doit rapporter les informations, qui doit investir dans quel type d'action et viser le même objectif conjointement. Très bien, merci Hélène. J'ai une seconde question, je crois, pour Jérôme. Compte tenu des pénalités, pensez-vous que ce décret sera respecté? Alors, je pourrais vous répondre par une tactique britannique. Nous verrons, donc wait and see. Mais en fait, je crois que ce qu'on peut se dire, c'est que le monde évolue très vite. Il n'y avait pas Greta Thunberg il y a 2-3 ans. Et donc, si on parle de tous ces sujets il y a 10 ans, il y a 5 ans, maintenant, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, on voit que les choses évoluent très vite. Alors, juste pour dire que
comme j'ai déjà mentionné, pour les acteurs plus, on va dire, privés, lucratifs en tout cas, le marché doit jouer son rôle du fait de l'obligation de mentionner où on en est du décret tertiaire dans les contrats d'achat-vente et dans les contrats de mise en location pour pour ces entités et pour les entités qui sont plus, on va dire, non lucratives ou de services publics comme des collectivités, ça va être plutôt le levier de l'exemplarité et aussi de la demande sociale ou sociétale et pourquoi pas politique des électeurs qui vont demander plus de performance, plus de responsabilité dans ces domaines. Et peut-être que pour les récalcitrants qui n'ont toujours pas compris, eh bien, il faudra envoyer quelqu'un pour les mettre en demeure et les sanctionner, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ouais. Très bien, merci Jérôme. Une autre question pour Hélène, je pense. Comment le décret s'applique-t-il à une unité foncière composée d'un ensemble exonéré, parenthèse une église, et un local de plus de 1000 m² en presbytère, dont les consommations sont indissociables? Alors ça, c'est également un point de difficulté, effectivement. Donc effectivement, là, le cas est assez particulier. C'est un cas qu'on retrouve également quand on a des locaux tertiaires sur un site industriel, par exemple, et des locaux tertiaires qui peuvent être alimentés par des systèmes énergétiques du site industriel. Alors, il y a eu des clarifications, des projets de clarification, en tout cas pour ce qui est de la consommation de référence, qui va pouvoir être justifié sur la base de simulation pour allouer la consommation globale mesurée aux locaux tertiaires qui sont concernés. Pour ce qui est du suivi des consommations, en revanche, a priori, ça doit être des consommations mesurables. Alors, je ne sais pas, Jérôme, si tu veux ajouter quelque chose. Alors, il faut voir exactement en quoi le cas particulier fait que les consommations ne seraient pas dissociables. Mais il doit y avoir possibilité d'avoir des sous-comptages, soit permanents, soit temporaires, pour voir comment on peut répartir dans le temps la consommation globale entre les deux entités, celle qui est exonérée et celle qui est assujettie. Je dirais, mais après, ça mérite peut-être d'être regardé de plus près. D'accord. Une autre question qui rejoint, je pense, ce point-là, c'est un bâtiment mixte de 1400 m² constitué pour moitié d'un entrepôt et l'autre moitié de bureau. Est-il concerné par le décret? Alors là, c'est assez clair. C'est qu'un entrepôt est considéré tertiaire. Donc, le tertiaire est défini, comme le mentionnait Jérôme, par exclusion. En fait, ce n'est ni du secteur primaire, donc agricole ou minier, ni du secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur de transformation des matières. Un entrepôt n'est pas un procédé de production, donc c'est un local tertiaire. Donc dans ce cas-là, clairement, oui, les locaux sont concernés. Si ça avait été un atelier de production et l'autre moitié bureau, alors on aurait été à 700 m² d'activité tertiaire uniquement. Là, par contre, il n'y aurait pas eu d'obligation. La logistique est une activité tertiaire. Très bien. Nous avons beaucoup de questions, donc on va avancer sur ces questions. Dans la même veine, pour l'usage mixte, c'est seulement les bureaux qui sont comptabilisés ou toute la surface? Alors, j'imagine que la question porte sur les parties communes, les circulations, j'imagine. Là, c'est pareil, il y a des règles d'allocation de surface. Donc, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est au prorata tout simplement des surfaces utiles. Ou des tantièmes quand c'est dans une copropriété. D'accord. Bon, on pourra apporter des compléments pour les personnes qui ont ce genre de questions ensuite. Comment établir une référence sur un bâtiment qui a été rénové et requalifié dans son usage en 2017 et pour lequel nous n'avons pas de données de consommation d'énergie finale de 2010? Alors, on peut choisir une référence qui ne peut être antérieure à 2010, mais elle peut être postérieure, notamment s'il y a eu des changements d'usage ou s'il y a des absences de données. Donc 2018 peut être l'année de référence si c'est pertinent. Et juste pour compléter, on peut avoir comme on a le choix entre diminuer en pourcentage ou être en dessous d'un seuil en valeur absolue, si l'immeuble a été fortement modernisé, c'est tout à fait l'esprit de ce qui rentre dans le cas de situer en dessous d'un seuil en valeur absolue, puisqu'on est censé déjà être performant au départ.
Oui, c'est vrai qu'il est probable que l'immeuble aura beaucoup plus intérêt à chercher l'atteinte de la valeur absolue et du coup l'année de référence n'a pas vraiment de pertinence. D'accord. Est-ce que les établissements de santé sont concernés par le décret? Tout à fait. Activités tertiaires, les établissements de santé sont concernés, public, privé. Et d'accord. Et est-ce qu'un bâtiment construit en 2011 est assujetti également au décret? Oui, alors c'est tous les bâtiments qui sont mis en service avant la promulgation de la loi. Donc avant je crois que c'est 23 novembre 2018. Donc bien sûr, un bâtiment construit en 2011 est concerné et soumis au décret tertiaire. D'accord. Et est-ce que les associations culturelles sont également assujetties à cette obligation? Alors les associations culturelles ou cultuelles? Culturelles, pardon. Alors les associations, bon, c'est du secteur privé non lucratif, et donc elles utilisent un immeuble. Il y a un propriétaire, il y a soit un locataire, soit quelqu'un qui a la dévolution de l'usage de l'immeuble, et l'ensemble des deux doit s'organiser pour respecter les exigences du décret. D'accord. Nous sommes là pour les aider. Pardon, Jean. Voilà. Pour revenir sur le sujet de l'année de référence, est-ce qu'elle correspond forcément à une année calendaire? Alors, on peut rentrer dans le détail. Et en fait, ça peut être une année glissante, entre guillemets, compte tenu des périodes de chauffe, mais qui doit, bien sûr, faire 12 mois. D'accord. Et est-ce que la réduction des surfaces tertiaires sur parc est-elle considérée comme une action également en faveur de ce décret? Alors, indirectement, oui. En fait, ça veut dire qu'il y a un sujet à traiter qui est de voir comment l'évolution du parc, il y a même des gens qui n'auront pas les mêmes immeubles au début à la fin, comment ceci est traité dans le temps. Ça, je pense qu'on attend des précisions. Après, ce qui est vrai, c'est que le même immeuble, après, si on regarde chaque immeuble, le même immeuble, si vous le densifiez en mettant plus de personnes qui travaillent dedans ou qui l'utilisent, ceci va être pris en compte par les indicateurs d'activité qui vont, entre guillemets, rentrer dans le cadre des modulations liées au changement de volume d'activité. Et c'est une mesure, entre guillemets, vertueuse puisqu'on utilise moins de surface. Et le paradoxe, c'est qu'elle aboutit à une plus grande consommation par mètre carré. Il faut faire en sorte que cela soit pris en compte. D'accord. Ok. Une question qui concerne l'industrie. Dans l'industrie, nous n'avons que des compteurs globaux et pas de sous-comptage pour la partie tertiaire. On est toujours au sujet de la répartition des consommations entre usages. Comment faire pour nos déclarations? Oui, c'est ce qu'on mentionnait en lien avec une des premières questions. Effectivement, c'est une difficulté. Donc, comme je mentionnais, pour la situation de référence, on peut se baser sur des simulations, des calculs théoriques de répartition de consommation. En revanche, comme l'a mentionné Jérôme, pour le suivi des consommations, il faut normalement s'appuyer sur des mesures, y compris partielles, temporaires, on va dire, des consommations. Ça fait peut-être partie des choses qui feront l'objet de clarification parce que cette question revient énormément. Et il y a un système de FAQ en fait sur la plateforme Opera qui répond un petit peu aux interrogations qui remontent des professionnels donc soumis au décret ou des sociétés qui les accompagnent. Donc je pense qu'il y aura des précisions sur ces démarches-là. Et si vous voulez, on peut nous poser les questions, transmettre à l'ADEME les questions que vous posez dès lors qu'elles peuvent intéresser un certain nombre d'acteurs. Très bien. Question suivante. Les C2E concernent-ils uniquement le locataire? J'ai pas compris. Les C2E concernent-ils uniquement le locataire? Là, on part de manière plus globale sur les aides. Alors, sous contrôle de mes collègues, les C2E concernent les actions de réduction de la consommation énergétique. Donc, ils peuvent être accordés soit au locataire, soit au propriétaire, et avec une grande vigilance de l'administration pour qu'il n'y ait pas de double dépôt ou de double compte. Ce n'est pas uniquement le locataire, non. D'accord. Est-ce que le décret s'applique
Juste, les très gros investissements sont souvent faits par les propriétaires. Il y a des beaux spéciaux qui mettent tout à la charge du locataire. Excusez-moi. Oui. D'accord, c'est noté, Jérôme. Oui, je disais donc, est-ce que le décret s'applique pour les retail parks? Alors, je pense qu'on parle donc des zones commerciales à bâtiments séparés. Alors, il va s'appliquer évidemment si chaque bâtiment fait plus de 1000 m², là, il n'y a pas de souci. Il va s'appliquer également si jamais le retail park est sur une seule unité foncière. Donc, une unité foncière, c'est une parcelle contiguë appartenant au même propriétaire. Donc, c'est quand même assez souvent le cas pour des parcs retail. Donc, même pour des petits bâtiments qui seraient sur ces parcs-là, s'ils sont sur une unité foncière avec plus de 1000 m² de surface retail, oui, ils seront soumis. Il faut regarder le cumul des surfaces de tout l'ensemble des magasins. D'accord. Une question concernant le volet environnemental dans les baux. Quand il n'y a pas de mention environnementale dans le bail et des gros soucis de relation avec le propriétaire qui s'ajoutent, qui ne fait aucun travaux, est-ce qu'il y a une obligation d'engager des procédures judiciaires pour que le bailleur fasse face à ces obligations? Alors ça, c'est justement la répartition des responsabilités relativement claire. Le preneur ne sera pas engagé par l'administration pour des responsabilités qui ne relèvent pas de lui. Donc c'est à la limite, il sera aidé par l'obligation parce que ça donnera un pouvoir extérieur qui va essayer de pousser son propriétaire justement à faire les travaux requis. Donc ça sera plutôt une aide dans ce sens-là vis-à-vis du preneur. On ne peut jamais avoir d'obligation d'entamer une procédure judiciaire. Pour se sentir dédouané de l'obligation. Non. C'est pas l'esprit du texte. À notre connaissance. Une question concernant les sites industriels. Pour les sites à plusieurs bâtiments, est-ce que les surfaces tertiaires doivent être cumulées par bâtiment ou globalisées au niveau du site? Au niveau du site. Au niveau du site. Oui, c'est au niveau du site. Une question sur les seuils qui sont définis en kilowattheure par mètre carré, à confirmer. Par an. Par an, ok. Par mètre carré Dans par un an. 50 sous plafond et un autre de 5 mètres sous plafond, il y a naturellement une différence dans les besoins. Alors, il y a dans le premier, donc Jérôme a mentionné dans le corpus réglementaire le fait que les arrêtés n'étaient pas encore, enfin l'arrêté n'est pas encore complet. Il y a un texte qui est actuellement en consultation publique qui commence à définir les valeurs absolues et les critères justement de modulation de ces valeurs absolues, et la hauteur des locaux fait partie des critères pour en tout cas une partie des catégories de bâtiments sur lesquels il peut y avoir pas mal de variations de hauteur sous plafond, notamment là il y a des entrepôts frigorifiques qui sont concernés où c'était effectivement un critère. Donc il y a une modulation de l'objectif de valeur absolue qui intègre ces aspects-là. D'accord. D'accord. Nous avons deux questions aussi sur la consommation de référence. Comment se détermine la consommation de référence pour un ensemble immobilier qui s'est développé année par année? Ajout de surface au baux, ces surfaces étant occupées par d'autres locataires. Et on a une question aussi sur la consommation, l'année de référence ou si on prend l'année 2020 et qui intègre une période Covid. Alors, si je peux répondre, je pense que la réponse, c'est que là, la personne qui a posé la question, elle s'est placée de son propre point de vue, qui a l'air d'être un point de vue de locataire. En fait, si vous regardez globalement, ce qu'il faut considérer, c'est l'immeuble. Donc l'immeuble avec les locataires qu'il y a dedans et qui exercent une activité tertiaire. Et donc en fait, la situation de départ, il faut choisir une année et prendre des consommations propriétaires-locataires pour l'ensemble des surfaces. Ce qui n'est pas sans poser problème, on le reconnaît, parce que récupérer des consommations de locataires qui sont partis, c'est complexe. C'est pour ça qu'il y a, dans de nombreux cas, il ne sera pas possible de remonter à 2010 pour les consommations de référence, même si ça avait été plus avantageux. Et comme l'a mentionné Jérôme, dans bien des cas, c'est la recherche de la valeur absolue qui s'appliquera, donc tout le monde ne sera pas non plus confronté à une pénalisation du fait de cette difficulté à remonter à d'anciennes données de consommation. D'accord. Pour l'effet Covid sur l'année 2020 ou sur l'année de référence? Alors, on est forcément perdant. Si on prend en référence une année très très basse.
faut baisser de 40% par une année où il y a eu moins de consommation. Ce serait carrément, on peut dire trivialement, non, c'est ça? Sauf si je me trompe de raisonnement, mais c'est se tirer une balle dans le pied de partir comme année de début d'une année où il y a eu des mois entiers d'inactivité. L'autre façon de voir les choses, c'est que normalement, il y a des indicateurs d'activité qui permettent de rétablir un peu à une moyenne. Mais il faut mieux prendre une année considérée comme représentative pour commencer à bâtir des raisonnements. Enfin, excuse-moi, j'ai peut-être répondu à ta place, mais à mon avis, c'est ça l'idée. Oui, non, il vaut mieux prendre une année de consommation plutôt élevée si on recherche en tout cas à atteindre plus facilement les objectifs. Oui, tout à fait. Je reviens sur le point des seuils définis en kilowattheure par mètre carré par an. Quelqu'un qui rebondit sur votre réponse en disant qu'il n'aurait pas été plus judicieux de définir des consommations de référence en kilowattheure par mètre cube par an. Nous ne sommes pas le ministère. Voilà. Donc, c'est la question. Voilà, moi d'accord. Effectivement. Désolé. Et je pense même que il faut voir jusqu'à quel point c'est remonté dans les textes et dans leur architecture juridique. Et je pense que s'il y a un certain niveau de texte qui prévoit les kilowattheures par mètre carré par an, les textes qui sont d'une norme inférieure ne peuvent pas y déroger. Mais bon, après, les mètres carrés sont plus faciles à obtenir que les mètres cubes, peut-être, pour un certain nombre d'acteurs. Donc, en fait, c'est toujours des questions d'équilibre et de compromis, de raisonnement. En tout cas, le législateur est tranché sur. Pas une mauvaise question, hein, c'est sûr. Non, mais bon, la décision a été prise. Une question dans la déclaration doit-elle être faite par sirène? Alors en fait, c'est par bâtiment. En fait, l'intégralité du texte a été raisonnée à l'échelle du bâtiment. C'est le bâtiment qui est soumis ou pas, donc il n'y a pas vraiment d'histoire de sirène. Ensuite, il y a une sorte de cas particulier qui a été introduit, c'est la possibilité de mutualiser sa performance à l'échelle d'un parc immobilier pour faire bénéficier des bâtiments sous-performants de la surperformance éventuelle de certains bâtiments. Donc là, effectivement, ce sont les entreprises qui vont pouvoir répartir cette surperformance éventuelle. Et donc, il y a un exercice qui peut être fait au niveau de l'entreprise, effectivement, mais c'est uniquement pour cet aspect-là. Et j'ai une dernière question sur le vocabulaire utilisé. Que veut dire la valeur absolue? Valeur absolue, ça veut dire 653 kWh par mètre carré par an. Valeur relative, ça veut dire 20% de moins que ce qu'il y avait l'année d'avant. Valeur absolue, c'est-à-dire que c'est le chiffre qui est relevé sur le compteur ou la facture. Je ne sais pas si c'est clair. Très bien. J'ai une ultime question, mais je pense que vous n'y répondrez pas là, ce sera difficile. Ça concerne vos coûts d'accompagnement, mais je pense que ça nécessite de regarder les besoins et les projets. Ils sont adaptés et favorables, tout à fait en proportion de la qualité des prestations rendues. En tout cas, c'est ce que nous espérons. En tout cas, voilà, que les personnes intéressées n'hésitent pas, bien sûr, à nous contacter hein, s'ils souhaitent discuter plus précisément d'un accompagnement. C'est adapté au cas par cas. Très bien. Merci pour toutes ces réponses, Hélène et Jérôme. On n'a pas réussi à vous coller. Donc, le décret tertiaire, vous le connaissez parfaitement, ça on s'en est rendu compte. Merci pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. Comme je le disais en introduction, nous allons vous envoyer la présentation. Vous aurez aussi, on comprend qu'il y aura encore sans doute des questions, on va essayer d'y répondre au maximum. Vous aurez aussi la possibilité de vous les poser par mail. Vous aurez un point de contact pour pouvoir soit poser des questions complémentaires, on comprend que chacun a ses problématiques sur ce décret, soit demander un contact si vous avez besoin d'analyser, travailler sur vos projets et qu'on puisse vous accompagner. Pas également, vous aurez ce point d'entrée qui nous permettra de rester en contact. Nous ça très rapidement et nous vous posons aussi quelques questions sur ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les points qui ont été évoqués et votre appréciation de l'exercice. Voilà, je vous propose, on a débordé un petit peu, mais c'était nécessaire pour répondre à toutes les questions. Nous restons sur ce sujet, comme je vous le disais, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire sur d'autres sujets liés à la réglementation, sujets qui touchent l'énergie. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain exercice. Au revoir.